Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du programme UAA Impulser le changement dans l'utilisation appropriée des antipsychotiques d'excellence en soins de santé Canada. Ce programme vise à aider les établissements de soins longue durée du Canada à améliorer l'utilisation appropriée des antipsychotiques grâce à des soins axés sur la personne. Nous avons différentes opportunités de coaching, par exemple, et pour recevoir également des récompenses. Je m'appelle Nicole Pollack, je suis chef de programme principal ici au sein de cette équipe des programmes d'innovation en santé d'Excellence Santé Canada. Je serai votre hôte aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'offrir une interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, n'hésitez pas à sélectionner français dans le menu interprétation en bas de votre écran et nous vous invitons également à nous faire part de vos questions et commentaires à tout moment pendant le webinaire, en anglais ou en français, en les saisissant dans la boîte de dialogue. Nous répondrons à un maximum de vos questions lors de la session de questions-réponses qui se tiendra à la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'aide à tout moment, veuillez contacter notre service d'assistance technique en utilisant la fonction chat ou clavardage. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube, dont le lien figure dans le clavardage et sera publié sur notre site web d'ici quelques jours ouvrables. Je voudrais d'abord préciser que je vous joins depuis le territoire Anishinaabe, le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe, connu sous le nom colonial d'Ottawa. Donc, Healthcare Excellence Canada, Excellence en Santé Canada, est également situé à Ottawa, mais son personnel est réparti dans tout le pays. Donc, il y a du personnel et nos partenaires s'étendent sur les différents territoires et l'ESC soutient notre démarche vers la vérité et la réconciliation. Je vous invite à nous dire qui vous êtes et d'où vous nous rejoignez dans la boîte de dialogue. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'ESC est une organisation à but non lucratif financée par Santé Canada. Nous collaborons avec diverses personnes et organisations à travers le pays pour diffuser les innovations, renforcer les capacités et catalyser les changements de politique qui améliorent la sécurité et la qualité des soins de santé. J'aimerais remercier nos organisations de soutien qui contribuent à la promotion du programme en recrutant continuellement des foyers pour participer et en examinant les candidatures aux différents prix. En parlant de prix, nous voudrions célébrer les derniers gagnants de notre prix des soins centrés sur la personne. Chacun de ces foyers a gagné 5 000 $ pour son travail d'amélioration des soins de santé centrés sur la personne et des approches non pharmacologiques au sein du foyer. Félicitations donc aux gagnants. Si vous souhaitez participer au programme Impulser le changement pour avoir la chance de gagner des prix financiers comme celui-ci, vous pouvez toujours vous inscrire en utilisant le code QR à l'écran ou sur notre site web. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont les suivants. On voudrait donc passer en revue l'indicateur de l'ICIS, donc l'Institut canadien d'info sur la santé, sur l'utilisation potentiellement inappropriée des antipsychotiques. Nous voulons discuter des critères d'inclusion et d'exclusion de l'indicateur, du codage, et examiner comment le suivi des données permet d'améliorer la qualité et répondre à vos questions. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à nos intervenantes du jour. Jacqueline est chef d'équipe pour les normes cliniques et la formation pour les normes de soins spécialisées et l'engagement à l'Institut canadien d'information sur la santé. Jacqueline dirige les activités stratégiques et opérationnelles liées au développement, à l'amélioration, à la promotion, à la formation, à l'éducation et à la mise en œuvre de l'utilisation des normes de données sur les soins spécialisés et des évaluations normalisées à travers le Canada. Son expérience en matière de gestion de projet, de soins de santé, de politique, de procédures de santé, de gestion de l'information et de systèmes et normes de technologie de l'information lui a permis de gérer le changement et l'intégration des systèmes. Patricia Anna est spécialiste clinique des normes de soins spécialisées et de l'engagement à l'ICIS. Patricia soutient l'utilisation et la mise en œuvre des évaluations interrail des soins de longue durée au Canada en fournissant une formation sur les normes interrail et l'utilisation des résultats cliniques et organisationnels. Sa formation en soins infirmiers et en gestion de l'information sur la santé dans le cadre d'essais cliniques en oncologie lui a permis de soutenir les cliniciens dans la réalisation des évaluations et l'utilisation des données. Et enfin, et non des moindres, Cynthia Sinclair est coach et conseillère pour ce programme, infirmière diplômée à la retraite. Elle a plus de 35 ans d'expérience. Elle a occupé diverses fonctions au sein de l'Office régional de la santé de Winnipeg et a été directrice des soins d'une grande maison de soins de longue durée de Winnipeg et PDG d'une maison de soins de longue durée en Angleterre. Cynthia est diplômée du programme de bourse Force de l'ESC où son projet d'intervention a jeté les bases des futurs
collaboration de l'UAA, pardon, dans tout le pays. Fort de son expérience et son expertise, Cynthia a travaillé sans relâche avec de nombreuses maisons de retraite et organisations pour créer et maintenir des environnements de soins centrés sur la personne qui améliore la vie des résidents. Une fois encore, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le clavardage tout au long de la présentation et sans plus attendre, je cède la parole à Jacqueline. Merci Nicole. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter tout cela aujourd'hui avec les différentes organisations partenaires. Donc, l'ICIS essaye d'obtenir une meilleure santé pour tous les Canadiens et nous travaillons aussi avec les Premières Nations Inuit et Métis. Nous sommes sur le territoire ancestral et traditionnel d'Anishinaabe et des peuples Métis. Pour la présentation du jour, nous voulons essayer de vous sensibiliser à cet indicateur. C'est un indicateur de qualité pour l'utilisation potentiellement inappropriée des antipsychotiques. Donc, nous allons regarder comment vous pouvez utiliser ce rapport pour pouvoir apporter cette pratique dans vos pratiques d'amélioration de la qualité. Tout d'abord, on va regarder quels sont ces indicateurs. Donc, l'indicateur est la qualité de l'instrument ASLD Interhigh. On va regarder l'utilisation potentiellement inappropriée des antipsychotiques. Nous allons regarder la codification des antipsychotiques, la codification des éléments d'exclusion, par exemple avec la définition, certains scénarios pour que vous sachiez quelles exclusions existent. Et ensuite, on parlera des messages clés et des conclusions, savoir comment vous pouvez aussi essayer de résoudre différentes situations. Quelques mots sur les six. On travaille pour accélérer l'amélioration des données et du système de données dans le Canada et la santé des personnes qui y vivent. Nous voulons donner donc des meilleures données pour de meilleures décisions pour que les Canadiens soient en meilleure santé. On veut donc fournir une information comparable et exploitable qui favorise une amélioration rapide des soins de santé, de la performance des soins de santé et de la santé de la population dans l'ensemble du continuum de soins. Donc le travail est d'orchestrer les conditions pour pouvoir obtenir cette vision. Donc encore, nous livrons ensemble des meilleures données pour de meilleures décisions pour des Canadiens en meilleure santé. Nous avons une charte et nous sommes engagés pour pouvoir améliorer les systèmes de données, donc les écosystèmes de données, de technologie, pour impulser le changement là-dedans et que ce soit de meilleure qualité pour les personnes qui dépendent de l'ICIS. Prochaine diapo. Donc, Sky et Interhigh travaillent, donc, pardon, l'ICIS et Interhigh travaillent en collaboration étroite. Ils élaborent des normes relatives aux données cliniques et produits et résultats associés. Ils collaborent avec l'ICIS pour améliorer les normes interrail et les adapter au contexte canadien. Ils communiquent des résultats d'analyse et des recherches. Ils participent aussi à plusieurs des groupes consultatifs de l'ICIS. Donc, l'ICIS, nous agissons comme dépositaires des normes et des données interrail au Canada. Nous produisons des spécifications pour les différentes normes qui sont utilisées par différents vendeurs dans le Canada. Et nous fournissons des données à Interrail pour des fins de recherche et d'analyse. Je vais maintenant donner la parole à Pat pour passer à l'examen de l'indicateur de qualité Interrail. Merci, Jacqueline. On va donc passer aux différents indicateurs de qualité de l'instrument SLD. Donc, ce sont des outils qui ont été élaborés par Interrail. L'ICIS soutient l'utilisation de ces indicateurs en donnant des informations et des rapports. Ainsi, on peut regarder sur différents endroits dans les soins de santé qui pourraient être améliorés et l'ICIS vient apporter des recommandations par cela. Nous essayons d'améliorer la qualité des soins de santé pour chaque patient. On exprime aussi donc différents statistiques, pourcentages, et on essaye donc de
se focaliser sur la sécurité, l'état de santé, les fonctions physiques et mentales. Donc, il y a un total de 34 indicateurs pour le SLD et 35 pour le RAI-MDS. Si on pense aux indicateurs de qualité, on va regarder les pourcentages. La réponse, c'est donc non. Il y a certaines circonstances qui peuvent être à l'extérieur hors du contrôle de l'établissement de soins de santé. Il peut peut-être y avoir certains patients qui sont plus à même de tomber, de chuter. Donc, un pourcentage d'indicateurs de qualité ne veut pas forcément montrer une absence de mauvais soins et il devrait se rapprocher non plus, il ne devrait pas non plus être de zéro. On va maintenant parler de l'indicateur de qualité pour l'utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques. Donc, quelques faits ici. Voici quelques faits. Parfois, à leur arrivée à l'hôpital ou dans un milieu communautaire, les résidents peuvent déjà être sous traitement antipsychotique. D'autres problèmes de santé non exclus du calcul peuvent justifier un tel traitement. Le pourcentage de l'indicateur de qualité ne devrait pas être nul. Et parfois, les avantages des antipsychotiques peuvent l'emporter sur les effets secondaires. Voilà comment l'indicateur est décrit dans notre site internet de l'ICIS. Donc, on appelle ça l'utilisation potentiellement inappropriée d'antipsychotiques en soins de longue durée, donc le code DRG01. Et la description, c'est cet indicateur rend compte du nombre de résidents en soins de santé longue durée qui prennent des antipsychotiques sans avoir reçu un diagnostic de psychose. Ces médicaments sont parfois utilisés pour gérer le comportement de résidents atteints de démence. L'usage de ce type de médicaments soulève des inquiétudes quant à la sécurité et à la qualité des soins, et cela doit être surveillé de près. Pourquoi est-ce que c'est un indicateur de qualité? On les utilise parfois pour les personnes aînées, par exemple dans un cas de démence. Donc, par rapport au site internet du Canadien sur l'Alzheimer, cela ne devrait être donné à une personne atteinte de démence que si un traitement classique ne peut pas fonctionner. Par exemple, si la personne peut être agressive et cela ne devrait être utilisé que de 6 à 12 semaines. Cela devrait donc être utilisé que en dernier recours. Et les personnes avec des comorbidités comme le diabète, par exemple, ou des cardiopathies pourraient avoir des effets secondaires. Cela pourrait donc aussi augmenter le risque de chute. Il a eu beaucoup d'intérêt dans les médias et dans le milieu universitaire par rapport à ces antipsychotiques dans les établissements de soins longue durée. Et ça continue. Il y avait des inquiétudes, par exemple, lors de la pandémie du COVID-19. Parfois, des patients qui avaient des problèmes par rapport à leur démence, ils ne savaient pas forcément s'ils pouvaient prendre des antipsychotiques ou non. Donc, qu'est-ce qu'un antipsychotique? Tout d'abord, la définition est fondée sur le système de classification anatomique, thérapeutique et chimique, ATC, de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit des médicaments répertoriés sous le code ATC N05A dans la base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada. Ensuite, il faut pour les évaluateurs, il faut examiner le dossier clinique pour assurer que la personne a bien reçu un antipsychotique, répartir les médicaments antipsychotiques, quelle que soit l'utilisation prévue, vérifier les documents de transition ou d'admission et indiquer qu'on a administré des antipsychotiques à action prolongée. Ainsi, on va diviser le nombre de résidents qui a reçu des antipsychotiques euh, par les neuroleptiques. Ensuite, on exclut des personnes, par exemple,
On regardera un peu plus les critères d'exclusion un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une évaluation valide? Donc, les résidents dont les évaluations sont valides, c'est lorsque c'est la dernière évaluation du résident pour le trimestre. Cela veut dire que ça a été réalisé plus de 92 jours après la date d'admission et il ne s'agit pas d'une évaluation complète à l'admission ni une première évaluation. Prochaine diapo. Voici donc les différentes exclusions, comme on vous en parlait. Vous pouvez regarder cela plus en détail. Voici un exemple simple. Par exemple, nous avons ici 80 résidents qui ont une évaluation valide. Voici le dénominateur. Sur ces 80, 20 résidents ont reçu des antipsychotiques. Voici le numérateur. Si vous faites 20 divisé par 80 fois 100, on arrive à 25% pour cet indicateur de qualité pour cette période de validité. Voici les différents critères d'exclusion propres à l'indicateur. Par rapport au diagnostic, il y en a deux. Il y a la schizophrénie et la maladie de Huntington. Par exemple, par rapport à l'état de santé, il peut y avoir des délires, l'hallucination ou la maladie en phase terminale, donc 6 mois ou moins à vivre. Et enfin, des personnes qu'on peut définir en faisant partie d'un programme de soins palliatifs. Prochaine diapositive. Donc, il y a une différence entre les évaluations, donc le RAA-MDS 2.0 et le SDL. Et ça, c'est surtout basé sur les différentes options de codification. Dans le cas de la maladie de Huntington, c'est quelque chose qui fait partie donc de notre site internet et c'est codifié par oui ou non. Ainsi, vous pouvez regarder cela dans l'évaluation. Mais dans le SDL, donc vous avez le code pour cette maladie de Huntington et un élargissement des options de codification. Par exemple, vous pouvez avoir non présent ou alors présent mais non observé au cours des 3 derniers jours, alors que par exemple pour le RAI-MDS, il y a une codification avec écrit non vérifié ou non reçu au cours des 7 derniers jours. Donc, la différente codification peut vous aider à exclure aussi, par exemple, des hallucinations, des délires, etc. Regardez, par exemple, cette maison de soins de santé de longue durée fictive. Par exemple, ici, 3 résidents sur 9, non exclus du calcul, ont pris des antipsychotiques et sont inclus dans l'indicateur de qualité. Vous pouvez voir ici les évaluations exclues à droite. Ce qui reste, c'est donc 9 différentes évaluations valides. Donc 9 admissibles. Et donc 3 vont être exclus parce que il n'y a pas d'exclusion ici, donc l'antipsychotique doit bien être reçu. Prochaine diapo. Une question. Donc, maintenant que vous savez quelle est une évaluation valide, on va regarder ce scénario. Donc, Monsieur M vient d'arriver à West Hill, à sa sortie de l'hôpital local. Pendant son séjour, on a amorcé un traitement antipsychotique. Conformément aux ordonnances d'admission remplies au moment du transfert, on continue de lui administrer ses médicaments, y compris l'antipsychotique. La première évaluation a donc été effectuée dans les 7 jours suivant son admission. Doit-on inclure ou exclure l'évaluation de Monsieur A dans le calcul? Ce serait donc exclu. La première évaluation ou l'évaluation de l'admission n'est pas prise en compte dans le calcul. Regardons maintenant la codification des antipsychotiques.
Ici, dans l'instrument SDL Interrail, vous avez par exemple ici de consigner le nombre de jours pendant lesquels le résident a reçu chaque type de médicament indiqué au cours des 7 derniers jours. Vous pouvez simplement répondre par oui ou par non. Si un antipsychotique a été administré hors de cette période, c'est compté comme un oui. Sur l'instrument RAI MDS 2.0, il y a différents types de médicaments ici. L'utilisation d'antipsychotiques, c'est le nombre de personnes, c'est le nombre d'antipsychotiques reçus au cours d'une période de 7 jours. Aussi, il y a d'autres types de médicaments. Donc ici, il faut inscrire un ou 0. Pour vous soutenir dans ceci, l'ISIS a développé un guide de référence pour pouvoir classifier les différents médicaments et prescriptions. Vous pouvez regarder cela sur notre site Internet. Peut-être qu'il y a aussi certaines classifications. On peut voir ici la section antipsychotique. Dans cette partie de l'évaluation, on va essayer de classifier les médicaments par rapport à leur classification et pas par rapport à leurs utilisations. Ici, par exemple, le lithium peut stabiliser comme antipsychotique et non, et par exemple pour un stabilisateur d'humeur. Par exemple, ici, Monsieur B a reçu tous les 3 mois une injection à action prolongée de palipéridone pour traiter les symptômes associés à la schizophrénie. On lui a administré l'injection il y a 2 semaines. Le code N7A, antipsychotique neuroleptique, ou 04 est-il approprié pour Monsieur B? La réponse est oui. Le médicament antipsychotique reçu en dehors de la période d'observation de 7 jours est inclus et consigné. Les médicaments qui ont un effet continu peuvent être inclus dans cet exemple. Regardons maintenant la codification des éléments d'exclusion. Il y a 2 diagnostics qui utilisent ceci. Il y a la schizophrénie et la maladie de Huntington. Voici le processus tenté, suggéré, qui est dans notre évaluation. Lorsque, Lorsqu'on parle de la schizophrénie, il n'y a que certaines descriptions qui sont incluses. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans le SDL Interrail, nous devons identifier la condition du patient. Donc l'ISIS a développé des diagnostics utilisés pour le calcul de ces évaluations, des choses à garder en tête et pour savoir si c'est applicable aux résidents. Ici, les diagnostics sont donc la schizophrénie et la maladie de Huntington. La schizophrénie a des sous-types, par exemple le paranoïaque, désorganisé, catatonique, indifférencié ou résiduel. Et il n'y a pas d'autres diagnostics qui pourraient être capturés. Voici les 2 diagnostics qui sont appliqués à cet indicateur. Il y a d'autres maladies ou états qui vont être exclus dans d'autres catégories, mais on va les regarder et savoir comment les interpréter. Par exemple, qu'est-ce qu'un délire? C'est un élément d'exclusion, mais il faut comprendre sa définition tout d'abord. Donc ici, le mot-clé vraiment, c'est fixe. C'est des croyances fixes et erronées qui sont non partagées par les autres, auxquelles le résident adhère même lorsqu'il existe des preuves ou des indices manifestes du contraire. Donc regardons différents scénarios ici. Par exemple, ici, nous avons Monsieur G. Il est convaincu que le personnel altère délibérément sa nourriture.
Il refuse de manger, même si sa femme et d'autres personnes l'assurent qu'il n'y a aucun problème avec sa nourriture. Prochaine diapo. Oui, on voit bien ici que c'est une croyance fixe qui se manifeste à chaque repas. Il est impossible de convaincre Monsieur G que sa croyance est fausse. Regardons un autre scénario. Prochaine diapo. Ici, Madame C utilise une petite poupée tout au long de la journée pour se réconforter. Elle est contrariée lorsqu'elle doit la rendre à la salle de thérapie, mais elle n'en parle pas et ne ressasse pas le sujet par la suite. Est-ce qu'on parle d'un délire ici? Non. Ici, rien n'indique qu'elle est obsédée par la poupée ou qu'elle croit qu'il s'agit d'un être humain. Elle n'en parle pas après l'avoir retournée. Donc les délires de ce type ne sont pas, pardon, une exclusion. Maintenant, qu'est-ce qu'une hallucination? C'est également un critère d'exclusion, mais c'est défini par perception erronée qui survient en l'absence d'un tout stimulus réel. Une hallucination peut être auditive, visuelle, tactile, olfactive ou gustative. Donc ici, on a Madame K qui voit toujours des petites personnes derrière les plantes de sa chambre et elle se demande ce qu'elles font là. Est-ce que ici, on pourrait donner le code hallucination? Oui. Elle voit toujours des petites personnes, mais il n'y a personne derrière les plantes. C'est donc la définition d'une hallucination visuelle et elle les voit toutes les après-midi de manière continue. Prochaine diapo. Ici, nous avons Madame D qui entend quelqu'un frapper à la fenêtre de sa chambre. Le bruit provient du couloir lorsque le personnel fait ses rondes. Est-ce qu'on pourrait appeler cela une hallucination? Non. Ici, il s'agit d'une mauvaise interprétation de la provenance du bruit. Ce n'est pas donc une hallucination auditive. Donc ici, il y a un autre indicateur, est une maladie en phase terminale, par exemple 6 mois ou moins à vivre. Donc on va essayer de définir ceci. Ici, on imagine que la personne est en phase terminale et a environ 6 mois à vivre au moins. Ce jugement doit être étayé par un diagnostic médical bien que documenté et une évolution clinique défavorable. On ne parle pas d'une condition stable. Il faut qu'il y ait un diagnostic qui se détériore, qui soit instable. Donc ici, il n'y a pas forcément toutes les maladies en phase terminale vont s'appliquer ici. Donc quelqu'un qui est stable, même s'il est en fin de vie, ne rentrera pas dans ce critère. On ne veut pas non plus utiliser cet indicateur pour parler de cette maladie en phase terminale. Regardons maintenant quelques scénarios. Madame M souffre d'une fibrose pulmonaire interstitielle avancée. Depuis 3 jours, son état se détériore. Elle est incapable de sortir du lit ou de manger et elle a du mal à respirer malgré un apport en oxygène à 100%. On lui prodigue donc des soins palliatifs, dont l'administration régulière de morphine pour soulager son inconfort. Est-ce qu'on appellerait ça un code G6C ou G5C, donc maladie en phase terminale, 6 mois ou moins à vivre? Oui. L'état de Madame M est instable et elle présente une évolution clinique défavorable. Prochaine diapo. Ici, nous avons Monsieur J, souffre de démence à corps de Louis, en phase terminale depuis un certain temps. Ses soins courants sont les mêmes depuis des mois et son état est stable. Est-ce que le code G6C ou G5C s'applique ici? Non. Ici, on voit que ces soins n'ont pas changé. Rien n'indique que l'état de Monsieur J est instable ou se détériore. Ce n'est donc pas le cas ici. Enfin, les soins palliatifs. C'est également une exclusion.
Ici, on parle d'identifier un résident ou donc c'est un programme officiel consistant à axer sur les soins sur le soulagement de la douleur. Et donc là, nous avons un exemple, Madame N, qui est atteinte d'un cancer du poumon de stade 4, pour lequel la chimio et les interventions ciblées ont échoué. On a cessé toute stratégie thérapeutique et traitement de survie et il se trouve maintenant en programme de soins palliatifs pour soulager la douleur. Et oui, elle suit actuellement un programme de soins palliatifs pour la prise en charge de symptômes du cancer. Alors, comprendre la définition et savoir comment les codifier, c'est très important. Et ici, on voit l'évolution dans le temps de la valeur de l'indicateur et des exclusions. Et l'ICIS a observé le, l'évolution des valeurs et en plus, les exclusions, toutes raisons confondues, ont augmenté de manière linéaire au cours des 10 dernières années. Et maintenant, on regarde de près les critères d'exclusion pour les indicateurs qui ont augmenté d'environ de 10% à 10, plus de 25%. Et, euh, et on voit donc les maladies en phase terminale qui ont une hausse considérable de 7 fois. Et on voit donc que les soins palliatifs et les maladies sont restés au même niveau. Alors, est-ce que ces augmentations sont réellement des vraies représentations des évolutions au cours du temps ou est-ce que ce sont des variabilités? Et si eh bien, le respect des normes de codification inter-RAI sont importantes. Il faut consigner les antipsychotiques pris au cours des 7 derniers jours. Il faut consulter donc le manuel et bien sûr le médecin. Les antipsychotiques à action prolongée doivent aussi être consignés et il ne faut pas oublier que les maladies en phase terminale de 6 mois ou plus au moins à vivre s'appliquent à tout résident dont l'état est en détérioration. Il faut indiquer la présence de délire ou d'hallucination seulement si il y a lieu. Alors, on va examiner comment utiliser ces indicateurs de qualité comme faisant partie d'initiatives d'amélioration à la qualité. Et voici les questions fondamentales, disons, ainsi que les réponses associées aux initiatives d'amélioration de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir et comment savoir si le changement est une amélioration et quel est le changement à réaliser pour obtenir le résultat que nous recherchons? Et dans le contexte de lancer un plan d'amélioration de la qualité associé aux antipsychotiques, voici les étapes du plan. Bien entendu, nous souhaitons utiliser les données de notre établissement. On veut vérifier les valeurs non ajustées de cet indicateur de qualité pour voir le plan, il faut le préparer et finalement, évidemment, il faut voir un bilan. Et voici un exemple sur comment mesurer, suivre le progrès. Et donc ici, l'objectif, c'est réduire le taux du DRG01. La mesure, c'est le taux non ajusté. La performance, c'est 25% dans le deuxième trimestre de la période rapportée. Et l'objectif que l'on veut atteindre, c'est 15%. Et dans cet exemple, l'initiative d'amélioration, ça va être la révision des médicaments, les audits et l'éducation du personnel. Et on veut suivre notre progrès dans un calendrier réaliste pour atteindre cet objectif. Et là, il s'agit d'un taux de 15% d'ici mars 2026. Et l'utilisation des rapports de l'ICIS,
Il y a maintenant donc des rapports que les établissements présentent et l'un de ces rapports présente des indicateurs de qualité. Les établissements peuvent donc les comparer à différents niveaux de présentation de rapports, tels qu'au niveau de la province, des régions. Et ce que nous avons ici, c'est une image d'un rapport à long terme de l'ICIS sur l'utilisation inappropriée potentielle d'un antipsychotique qui représente le Canada au long de divers trimestres. Et vous pouvez donc créer un rapport similaire selon les données de votre établissement. Et vous pouvez sélectionner plusieurs trimestres pour examiner le taux de votre succès, de votre progrès. Et donc, voici les messages clés à propos des antipsychotiques. Ils sont parfois utilisés pour la prise en charge des comportements et des symptômes liés à la démence. Euh, et le suivi étroit est nécessaire pour toute indication autre que la psychose. Les personnes aînées tolèrent moins bien les effets secondaires et ils sont associés à un risque accru de chute, de diabète et de cardiopathie. Et concernant l'indicateur d'amélioration, il ne reflète pas des soins de piètre qualité. Il indique une utilisation potentiellement inappropriée qui exige un examen approfondi. Le taux ne doit pas nécessairement être de 0% et l'outil permet d'identifier les résidents qui pourraient bénéficier d'autres moyens de gestion des symptômes. Donc, les détails de cet indicateur de qualité, le calcul des exclusions sont résumés dans cette aide-mémoire de l'ICIS. Euh, Il y a aussi une description de ces indicateurs qui se trouve donc dans cette bibliothèque au répertoire des indicateurs de l'ICIS. Il suffit de sélectionner les soins de long terme. Et merci beaucoup. C'est tout pour notre présentation. Merci beaucoup, Pat et Jacqueline. Ça a été tellement utile que d'écouter tous ces exemples qui représentent les critères d'exclusion et d'inclusion. C'était aussi très utile d'entendre parler davantage sur les fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités de, des rapports. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le clavardage. Je pense que Cynthia a encore quelques astuces à partager avec nous concernant la surveillance des données. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup et merci Pat pour cette excellente présentation. Moi, je voulais tout juste dire que vous avez sans doute clarifié comment utiliser les indicateurs et je suis franchement heureuse du fait que vous avez souligné le fait que ce ne s'agit pas d'indicateurs punitifs, mais plutôt de comprendre où nous pouvons améliorer nos soins. Donc, merci pour cette excellente présentation. Moi, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je voudrais tout simplement vous parler en général de la collecte de données, de surveillance, donc pas forcément des données de l'ICIS, mais plutôt de ce que vous faites, ce que vous partagez. Donc, je voulais vous remercier. Euh, Est-ce que tout cela se passe bien? Est-ce que vous perdez un petit peu votre alors, focalisation, votre des concentration? Peut-être que vous questions. avez besoin de récolter d'autres Il faut données? savoir si vous avez, par exemple, si vous Est-ce avez que vous si arrivez nous à avons régler les une urgences surveillance adéquate, eh bien, nous au avons une point et allocation au moment adéquate du opportun? Ou budget. est-ce que vous Nous devez nous assurons parfois que vous les dire ressources non, humaines et peut-être qu'en fait matérielles j'aurais sont dû en gérer les choses de manière place, différente? Est-ce que vous que arrivez à les tâches sont soutenir accomplies correctement. et à vous tenir à votre budget ou non?
surmonter en temps Et opportun, s'il faut modifier est-ce le plan. que vous pouvez Elle nous utiliser fournit un donc retour d'information pour cette l'amélioration. Et évaluation pour surtout, je pouvoir pense vous qu'elle améliorer? En assure fait, la moi, je trouve que cela vous responsabilisation, elle responsabilise, améliore est-ce que la surtout communication, si vous surtout si nous partagez vos partageons données. nos données. Donc, il y a Et il y a différents différents types de types de surveillance surveillance. que Euh, les Par exemple, bénéficiaires les utilisent en personnes vont général. participer à à tout type de projet. Il y a par exemple il y a Différentes 7 différents types de évaluations, projets. donc suivi des On peut parler bénéficiaires, de suivi des résultats. procédures, de Mais je voulais parler conformité, de deux mais de d'entre eux. contexte. Mais je voudrais vous en C'est par parler de rapport au deux suivi des types de bénéficiaires. Donc, il y a surveillance. bien Le d'autres suivi types de des surveillance que vous pouvez bénéficiaires, faire, mais on va parler lorsque de par celui-ci. exemple vous Donc, parlez du plan, tout vous d'abord, répondez pour vous poser la question, le plan est-ce que le plan répond-il aux besoins répond-il du aux besoins personnel, des résidents et de la des parties famille? prenantes, le personnel, les résidents, Est-ce la que famille? Est-ce qu'il cela comprend comprend un la élément de responsabilisation, les besoins responsabilisation, éducatifs et de l'autonomisation dans le besoins cadre du projet? éducatifs, Est-ce que d'autonomisation dans le cadre du projet? cela inclut tout Et le cela? Et deuxième le type de deuxième, c'est le surveillance, suivi des c'est résultats. le Cela aide à suivi des évaluer résultats, l'incidence et l'efficacité cela des vous aide à résultats du projet, évaluer bien sûr, l'impact car comme de je l'ai votre dit, si projet. vous Parce ne que si vous suivez ne et surveillez surveillez pas du rien, tout, vous vous ne ne savez savez pas pas si tout si va vous bien. faites Donc, quelque cette chose de partie bien. de Donc, il est collecte de toujours données est très important de le importante. faire. Et vous Et vous avez avez une beaucoup excellente base de données d'ensemble de à données à l'ICIS l'ICIS qui vous et permet de vous l'utilisez tous les l'utiliser trimestres de pour toute vos manière pour rapports faire trimestriels. Et du pour ceux rapport qui des ne données. présentent pas de Donc, pour rapport les à personnes qui l'ICIS, vous avez l'utilisent déjà, il y a aussi d'autres statistiques que capacités, vous vous avez pouvez d'autres regarder, par données exemple telles les que données de les votre données pharmacie et d'autres pharmaceutiques et d'autres indicateurs de qualité que vous indicateurs de pouvez compter qualité ensuite et analyser de que vous différentes recueillez manières. de différentes manières. Et le plus important, De c'est qu'il est plus, très il est vraiment important de important de faire part de partager votre le progrès progrès à avec votre tout le équipe, monde, surtout avec votre équipe, car ça les puisque cela motive. permet de motiver les gens. Ils n'ont pas Et l'impression de faire ils quelque peuvent chose comprendre tout pourquoi est-ce simplement qu'il parce faut faire telle ou telle chose. Ils se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose de que la positif. gérance Ils peuvent voir sur les et données que leur travail les a des bonnes données, cela permet d'avoir répercussions. des Cela données, vous donc ça permet les aussi de mieux renseigne. célébrer les Ça résultats leur des uns et permet des de autres. célébrer. Et donc, Par vous voyez, exemple, cela vous vous permet aussi regardez les d'utiliser les données de statistiques pour dire l'ICIS que, et par vous exemple, voyez regardez, le mois que dernier ou le dernier, là, dans la dernière le période, dernier vous aviez trimestre, nous étions à 25% 25% d'utilisation dans d'antipsychotiques, l'indicateur de mais qualité et maintenant maintenant, nous avons regardez, vous amélioré notre avez score. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Je voudrais aussi dire que le partage doit vous avez maintenant également 18%, donc vous pouvez compter célébrer. Et les histoires en de vos dernier, je voulais résidents. dire que vous pouvez aussi Est-ce que partager vous voyez des changements? Est-ce que les vous histoires de arrivez vos vraiment résidents, à comment cela améliorer a eu leur un qualité de impact sur les vie? résidents. Car les Ce que vous histoires, ce voyez n'est qui est pas différent, seulement comment cela a motivant, mais amélioré c'est la qualité de vraiment vie de ces ce que personnes. les Parce que les gens histoires, non seulement cela se motive les rappellent. gens, mais Donc, c'est le genre de choses plus dont tard, les on ne personnes parlera se plus souviennent le jamais de la plus. collecte de données ou des Bien données. plus En tard fait, on va que votre parler projet sera fini, des histoires ce qui ont n'est été pas ce que générées. les C'est ça gens qui vont va discuter, les rester données dans l'avenir. ou Donc, le recueil assurez-vous de de données, partager cela mais aussi. plutôt ils vont parler Voilà, réellement c'est à la des fin de histoires que ma cela générait. Et diapositive. donc Donc maintenant, assurez-vous de je partager vais cela. Je laisser un pense peu que de je temps suis pour les arrivée à la fin de mes questions-réponses. Je diapositives. pense que vous avez Je suis sûre que vous avez des beaucoup de questions pour questions pour Pat et l'ICIS pour ou les pour six. Catch, donc Génial. n'hésitez pas. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Cynthia, Cynthia, de d'avoir partagé tout partager cela. toutes ces astuces sur le Et suivi merci des beaucoup données. de nous pousser Il y à a toujours effectivement améliorer notre beaucoup de qualité. questions Voilà, qui il y a arrivent beaucoup de dans le questions clavardage. sur la Euh, donc, question-réponse. Sur le clavardage, euh, on a essayé de clarifier les définitions. Est-ce on que vous peut pourriez voir, reclarifier? et tout cela est inclus dans les calculs. Et on peut voir si cela fait partie du dénominateur fait partie de l'évolution. Euh, donc, et, euh, et ce qu'on appelle les évaluations valides, parce que certaines évaluations, on va jamais les inclure. Donc, c'est pour ceux qui sont en train de préparer leur toute première évaluation, on ne va pas la compter. Il doit s'agir de la dernière évaluation du trimestre qui doit être plus long que 92 jours. Autrement, on parle d'autres exemples d'évaluation qu'on ne va pas inclure. Et tout cela est en fait disponible plus uniquement sur votre site web de l'ICIS. Et d'accord, il y a une autre question. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le lithium a été inclus dans la liste de médicaments de l'ICIS?
Oui, bah en fait, c'est un stabilisateur d'humeur, mais c'est classifié en tant qu'antipsychotique selon la classification de la TC et c'est le critère pour l'inclure en tant qu'antipsychotique. Même si c'est utilisé en tant que stabilisateur d'humeur, c'est en faire classifier en tant qu'antipsychotique et donc ça a dû être compté si la personne le reçoit. Et est-ce que vous pouvez aussi parler du trouble bipolaire et s'il est inclus dans les exclusions? Très bonne question. Alors là, je vais plutôt déférer vers Jacqueline parce que c'est une question qu'on nous pose beaucoup et actuellement, cela ne fait pas partie des diagnostics à exclure. Mais je vais demander à Jacqueline de nous en parler davantage parce qu'il y a quand même, on en parle, disons, de ce diagnostic. Oui, merci Pat. En fait, on a eu énormément de conversations dans le pays concernant cet indicateur et concernant les exclusions et les critères d'exclusion. Et nous avons aussi une discussion avec intérêt concernant l'exclusion. Pardon, l'inclusion du trouble bipolaire en tant que critère d'exclusion. Ils ont été d'accord qu'on pouvait considérer le une méthode pour se dire et concernant aussi nos calculs nous ne savons pas si cela va faire partie des dossiers. D'ici cette date, cela sera inclus à l'avenir. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. Et, Euh, Vous et aviez montré cette tendance avec ce graphique, mais est-ce que l'ICIS a déjà vu une augmentation des inclusions similaire à celle-ci? Oui, eh bien, finalement, cela, ça va fait plusieurs années, en fait. Donc, je pense que cela, juste avant qu'on fasse des rapports publics sur cela, donc on en est à 2016, un truc comme ça, ou peut-être, j'ai même, je crois, vu la date 2012. Oui, c'est peut-être ça. En fait, c'est basé sur ce que nous avons, bien sûr. Oui, et je pense qu'on voit des variations dans les critères d'exclusion, c'est sûr. Et il est important aussi de regarder les indicateurs de qualité au sein de tous les services au Canada, savoir où vous vous situez par rapport à ces indicateurs. Et en fait, ces variations, est-ce que peuvent simplement parfois dire qu'il y a une différence de codification ou peut-être que finalement certaines organisations qui traitent les personnes seniors ou aînées ne fasse pas le reporting de la même manière que vous. D'accord, très bien. Est-ce que, est-ce que vous avez demandé à des psychiatres de donner des réponses par rapport à cet indicateur? Oui, bien sûr. Donc, nous avons différents commentaires qui nous proviennent de tout le pays. Donc, nous avons des psychologues, des psychiatres qui nous donnent des conseils sur c'est la méthodologie. fantastique. Donc, c'est un Oui, peu mais un scénario. c'est Donc, un on va scénario. J'ai continuer. encore une question. Et Donc, par si, exemple, si l'évaluation est faite, ensuite 30 jours plus tard, le clinicien voit que le résident sans diagnostic.
Mais Chéran sait que a des le patient a hallucinations et des d'autres hallucinations, c'est posent qui des le trouble beaucoup problèmes, et il y a parfois à d'autres beaucoup résidents. Et donc donc, l'infirmière a l'infirmière peut-être a loupé oublié cela. cela. Et Et s'il donc, est est-ce qu'il important de faut corriger cela ensuite pour s'assurer que corriger les évaluations et sont remettre le correctes, patient sous ou il faut tout antipsychotique ou simplement pas? le laisser passer parce que cela ne fait pas partie de la période d'évaluation. En fait, je peux répondre à cela si nous suivons les directives et les règlements. Eh bien, ce que on a juste à un moment et donc on peut le faire. Ou donc, il faudrait l'inclure, oui. D'accord. Et donc, on verra le changement à la prochaine période, c'est ça, si c'est corrigé avec le personnel. Oui, donc merci de clarifier cela. Une autre question concernant l'exclusion, c'est que est-ce que si toutes formes de démence ou de symptômes psychologiques de démence vont être inclus en tant qu'exclusion, je ne vois pas cela. Jacqueline, qu'est-ce que tu en penses? C'est décision de Touraine, mais ce qu'on a vu jusqu'ici avec la démence, c'est le risque. Donc, l'utilisation de ces médicaments dans cette population, eh bien, c'est dur pour eux. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui vont avoir un impact. Donc, je ne pense pas qu'ils vont à l'inclure. Ils appellent ce terme BPSD, mais je ne pense pas que ça va se passer. D'accord, je pense pas d'avoir oublié les questions qui font partie du clavardage jusqu'ici. Donc, Pat ou Jacqueline, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à partager? Vas-y, Pat. Eh bien, s'il y a des questions concernant la méthodologie ou les exclusions ou autre chose, enfin, nous vous prions de nous contacter. N'hésitez pas, s'il y a des questions, nous sommes toujours à votre disponibilité. Donc, n'hésitez pas. Oh, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Nous travaillons aussi très près avec une initiative à Excellence en Santé Canada et nous travaillons aussi avec Choosing Wisely sur les indicateurs ou Interact sur les indicateurs. Donc, n'hésitez pas, nous avons développé cet indicateur il y a longtemps. Donc, évidemment, ça a eu un impact à ce moment-là et cela continue à l'avoir aujourd'hui, mais il y a sans doute des nuances quant à l'utilisation de certains des médicaments et des conditions aujourd'hui et bien sûr concernant les différentes populations que nous voyons dans les soins à long terme. Donc, bien sûr que nous donnerons la bienvenue à toutes vos questions concernant les indicateurs. Nous sommes prêts à en parler avec vous. Donc, nous allons continuer à parler des exclusions et à parler des indicateurs de méthodologie. Donc, il s'agit je ne peux pas insister suffisamment parce que c'est vraiment potentiellement inapproprié. Mais nous reconnaissons que parfois il est approprié pour une personne de prendre des antipsychotiques. Donc, si on revient sur la démence en tant qu'exclusion, eh bien, on essaye de que les organisations parlent aux médecins et aux équipes de soins de santé pour voir s'il y a d'autres médicaments ou s'il est approprié pour pour la personne à prendre ce type de médicament, hein. Donc, ce n'est pas nécessairement zéro la solution. Merci beaucoup, c'était vraiment très informatif, c'était aussi très très utile. Je suis sûre que on a tous vraiment profité de toutes vos réponses. Donc, merci vraiment beaucoup aussi à tous de toutes vos questions. Et avant de finir, je voudrais revenir sur ces diapositives pour que vous sachiez quelle sera notre prochaine opportunité. Donc, on aura encore euh, euh, une, vous avez donc une période d'inscription qui est toujours ouverte. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la date qui est inscrite sur l'écran. Et le programme donc vous fournit du soutien et aussi des opportunités pour gagner des prix monétaires et vous pouvez donc vous enregistrer avant le 27 juin, c'est-à-dire demain.
et vous pourrez donc participer à ce programme et vous pourrez aussi vous participer à ce programme de prix Progrès et participer au prix de lancement. Et nous espérons donc vous participerez nombreux à ce programme. Et nous aurons encore une session le 9 juillet. Et vous avez sans doute déjà reçu l'invitation au calendrier pour cette session par email. Et c'est encore une opportunité pour répondre à à de nouvelles questions et à participer aux discussions avec l'ICIS. Donc, à nouveau, nous vous donnons la bienvenue à tous de vous être unis à nous hier et surtout d'avoir rencontré nos invités de l'ICIS et aux producteurs de ce webinaire qui sont dans les coulisses. Donc, à vous tous, merci d'avoir participé à nouveau. Vous voyez nos courriers électroniques sur l'écran et bien entendu que l'enregistrement de cette session sera disponible dans quelques jours et nous vous prions de nous envoyer votre retour. Peut-être vous pourrez aussi répondre au sondage bref qui vient d'apparaître sur votre écran. Il s'agit de quelques questions pour voir si vous avez trouvé utile le webinaire, si vous pourriez partager avec d'autres personnes ce que vous avez appris aujourd'hui et finalement des questions facultatives sur votre genre. Et merci à nouveau à vous tous d'avoir participé, de nous avoir fourni votre retour. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous et bonne journée.